Bonjour à tous, bienvenue à la conférence organisée par les Récollets Bâtisseurs, un organisme à but non lucratif de Québec qui a comme mission d'aider des individus à atteindre leurs objectifs professionnels ou personnels. Pour ce faire, nous offrons des formations afin de développer ou perfectionner des compétences. Également, nous organisons des activités de réseautage et nous accordons de l'aide financière sous forme d'aide pour les personnes qui donnent des conférences. Vous êtes, vous êtes présent pour la conférence «Êtes-vous prêt à voir vos finances personnelles d'un autre œil?» et nous sommes vraiment heureux de vous présenter cet événement que nous organisons pour poursuivre nos conférences. Donc je vous présente tout d'abord Julie Dumas, qui est avec nous aujourd'hui et qui est intervenante budgétaire senior à l'ACF de Québec. Elle est passionnée de la relation d'aide depuis déjà plusieurs années et elle est persuadée de l'importance de la sécurité financière et de ses conséquences sur notre bien-être. Bien consciente que la gestion des finances personnelles est loin d'être le sujet le plus sexy, surtout ces temps-ci. Donc, et je vous présente aussi Daouda Diallo, qui est directeur des services aux entreprises de développement des PME à la Banque nationale du Canada. Depuis 2018, il a été conseiller financier, puis conseiller financier senior en succursale. Ensuite, pendant un an, il a exercé comme spécialiste à titre de directeur du développement hypothécaire. Et suite à ça, je voudrais vous dire, avant d'oublier, que chaque mois, on organise des conférences sur différents sujets, sur l'art, la musique, le cinéma, les festivals. Donc, je vous invite à nous suivre sur Facebook pour pouvoir être vraiment connecté avec nous et pour pouvoir suivre ces conférences. Et si vous voulez voir nos conférences précédentes, vous pouvez nous les voir sur notre site YouTube. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une bonne conférence et je vais passer la parole à notre directeur, Boubacar Diallo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paola, pour toute la gymnastique technique derrière cet événement. C'est très apprécié. Donc, moi, en tant que président des Recollets Bâtisseurs, c'est un plaisir de vous accueillir à cette conférence. Pour les habitués de la maison, ben, bienvenue à vous. Pour les nouvelles personnes qui nous pratiquent la toute première fois, bienvenue. Merci d'être là parmi nous. Les Recollets Bâtisseurs, c'est un organisme à but non lucratif qui existe dans la ville de Québec sous cette appellation depuis maintenant quelques années, depuis 2016. Et nous, on est un groupe de jeunes qui essayons à notre façon de nous impliquer dans notre communauté. Et donc, nous aidons par des approches liées, par exemple, à l'organisation de conférences, de formations, à, si vous voulez, aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Donc, pour cette fois-ci, on a une conférence sur les finances personnelles et je remercie fortement nos deux conférenciers, à savoir Julie et Daouda, pour avoir accepté de venir parler et de partager leur expérience sur ce sujet quand même très, très intéressant, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Alors, c'est une discussion qui va être informelle. Sentez-vous à l'aise chez vous, puis n'hésitez pas d'intervenir dans le chat, poser des questions, faites des interpellations ou apporter des commentaires sur des sujets qui vont défiler tout au long de la présentation. Et donc, sur ce, encore une fois, merci. Nous travaillons déjà sur la prochaine conférence que nous allons vous présenter. Donc, n'hésitez pas de nous laisser votre adresse courriel. Comme ça, on pourra euh, certainement vous partager nos futures activités. Sur ce, je cède la parole à nos deux conférenciers. Bonne discussion, je veux dire, à tout le monde. Et Julie, à toi la parole. Merci. Merci pour la présentation. Ah, ça bloque encore. Donc, on l'a. Bonjour tout le monde, bonsoir, hein. Merci d'être là à cette heure assez tardive. On le sait, en février, des fois, c'est un peu frisquet. Donc, on est
dans le confort de chez soi. C'est un plaisir pour moi et pour la CEF de Québec de participer à cette conférence. Ici, la compétence qui sera développée ou perfectionnée est bon, clairement la gestion de vos finances personnelles et je crois que ça pourra vous aider là, à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Euh, je vous, euh, je vous le dis tout de suite, là, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui vont être discutés. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, euh, peut-être les garder à la fin pour qu'on puisse là, vraiment bien répondre aux questions en ce qui me concerne. Puis, si vous avez peut-être des situations un peu plus personnelles, on le sait, un budget, hein, c'est une information qui est sensible. Donc, je vous invite peut-être à ce qu'on se parle là, en privé ou à prendre une consultation. Ça me fera plaisir. Un rendez-vous. Donc, la CEF de Québec. Qu'est-ce que c'est la CEF de Québec? C'est une association qui est quand même assez vieille, entre guillemets. Donc, depuis plus de 50 ans, la CEF de Québec œuvre dans le territoire de la ville de Québec et de Portneuf. Donc, son nom au complet, c'est l'Association coopérative d'économie familiale de Québec. Je sais que pour certains, économie familiale, ça rime à peut-être pas grand-chose. Donc, entre nous, on peut dire que le E et le F, c'est pour éducation financière, mais juste entre nous. Donc, la CEF de Québec. La grande mission de la CEF de Québec, bien sûr, c'est de défendre les intérêts des consommateurs. Nous, on croit que chaque personne a droit à de meilleures conditions de vie. Bon, notre vraie mission, comme toute bonne mission, est quand même assez longue, mais je vous dirais que ces temps-ci, dans le contexte économique dans lequel on est, la CEF de Québec va vous écouter, vous rassurer et surtout faire un plan avec vous concernant vos finances. Donc, la CEF de Québec offre différents services. Il y a des ateliers et des présentations de groupe, comme aujourd'hui. On a aussi les interventions téléphoniques. Donc, si vous avez une petite question, nous appeler, nous écrire, parfois ça peut se régler assez rapidement. Ou sinon, si c'est quelque chose de peut-être plus intrusif dans vos finances personnelles, de peut-être plus global comme plan, comme projet. On a aussi des consultations budgétaires. Donc, un budget, c'est quoi? Ça peut paraître anodin comme question, mais un budget, en fin de compte, c'est quand même simple. C'est de planifier la gestion de son argent. Puis souvent, on me dit: «Ah, Julie, toi, tu dois être bonne en mathématiques, tu dois être bonne. Est-ce que tu es une comptable?» Du tout, du tout. Faire un budget, c'est surtout réfléchir sur ses valeurs et sa consommation. Puis je vous dirais que des fois, c'est ce petit bout-là qui est un peu plus émotif dans le budget. C'est pas compter les chiffres dans les colonnes, ça va bien, mais c'est vraiment de réfléchir un peu sur sa vie parce que tous les jours, ben, on dépense, on a des revenus, on est toujours un peu dans l'argent, vous le savez bien. Puis en bas ici, j'ai marqué une référence toutbientcalculé.ca. C'est une des nombreuses références là, qui va être sur la feuille que je vais qui va être remis à la fin de cette conférence. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations là, par rapport aux diapos, c'est vraiment les références comme ça dans le bas que vous allez trouver beaucoup plus d'informations. Un budget, pourquoi? Ben, pourquoi qu'on fait un budget? Pourquoi que tout fonctionne pas rondement sans qu'on ait un peu à regarder ça? Ben, parce que malheureusement ou heureusement, si on pourra se, se poser la question, on est dans une société de consommation, on a plein de choses à acheter, on a plein de services, on a plein d'expériences à faire. Donc, on n'a pas le choix, en fin de compte, de regarder c'est quoi nos projets, en fin de compte, de compartimenter notre argent et aussi, ben, faire un budget, ben, ça évite d'avoir des problèmes. Je parle ici là, des dettes, entre guillemets. Donc, c'est une façon un peu de suivre ses finances. Mais surtout, et ça, c'est mon préféré, faire un budget. Donc, ça nous procure un sentiment de sécurité versus de l'anxiété. Je pense que tout le monde, ces temps-ci, à différents degrés, vit de l'anxiété financière. C'est vraiment pas agréable. L'anxiété financière, ça peut causer des maux physiques, des maux émotifs, psychologiques. Ça peut nous empêcher de travailler. Ça peut aussi nous
causer des problèmes au niveau de notre famille. Donc, des fois, de faire un budget, accompagné ou non par la CEF de Québec, mais ça permet de mettre tout ça sur papier. Puis aussi, ben, ça permet de. C'est sûr qu'on n'a pas de baguette magique pour faire disparaître les mauvais chiffres, puis apparaître des bons chiffres, mais au moins, ça nous permet là, d'avoir une ligne de conduite. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, non, peut-être. En groupe, j'aurais peut-être plein de mains qui pourraient être levées. Moi, je pense que oui. Donc, je passe la parole à mon collègue. Je m'excuse là, j'étais sur mute. En fait, alors, c'est quoi l'importance finalement là, de faire son budget? Premièrement, ça nous évite vraiment là, de prendre de mauvaises décisions financières. Je vais juste renchérir là, avant d'aller au deuxième point. L'Institut de la planification financière du Québec là, suggère à ce que, disons, les ménages aient entre 3 et 6 mois de dépenses dans un compte d'épargne accessible en tout temps pour vraiment pallier à des urgences. On l'appelle communément là, un fonds d'urgence. Et dans le fond, faire un budget vous évitera justement de puiser plus qu'il n'en faut dans ce compte-là et d'éviter de vous plonger dans une spirale infernale de dette, là, je viens de le mentionner, d'impacter négativement votre bureau de crédit, de vivre anxieux ou sous un stress en famille ou au travail, et finalement de vous affecter là, de façon générale là, dans tous les aspects de votre vie. Prochaine diapo. Ah, donc, pour toutes ces bonnes raisons, c'est sûr que c'est important de peut-être se lancer dans l'aventure là, de faire un budget. Donc, avant tout, juste vous mettre un peu en contexte, faire un budget, c'est certain qu'il faut avoir une certaine base. Donc, si vous appelez à la CEF de Québec, que vous prenez un rendez-vous pour une consultation budgétaire, juste préciser que nous, les consultations budgétaires, ça peut être par téléphone. Donc, on parle avec la personne, on remplit la fameuse grille budgétaire, puis on peut la renvoyer après par courriel ou même par la poste. Ça peut être aussi en personne, donc les gens peuvent venir au bureau, qu'on puisse remplir ça ensemble. Ou sinon, ben, un des bons legs de la pandémie, oui, il y en a eu, hein, ça fait bizarre à dire, mais nous, on a quand même développé la vidéoconsultation. Donc, les gens peuvent nous rencontrer via des plateformes. Puis, donc, c'est un peu comme on fait aujourd'hui au niveau de la conférence. Donc, on peut se voir un peu le visage, on peut faire un partage d'écran avec la grille budgétaire, puis par après, ben, la grille budgétaire est envoyée à la personne. Donc, la fameuse grille budgétaire, elle sert à quoi? C'est sûr que pour faire un budget, il faut avoir une certaine base. Donc, si on se rend compte, comme je disais, premièrement, ce qu'on fait ensemble, c'est un portrait budgétaire. Donc, le portrait budgétaire, c'est vraiment une photo de la situation financière. Moi, je dis souvent une photo, c'est sûr, des fois, on peut avoir le toupette un peu croche, il peut avoir le petit dernier qui se sauve en arrière de la photo. C'est pas parfait, mais c'est quand même la réalité. Donc, à partir de cette grille-là, on va pouvoir, là, comme je vais vous expliquer un peu, bâtir ce qu'on va appeler le budget. Cette fameuse grille budgétaire-là, elle est composée, bon, juste pour dire, moi, je suis un petit peu sadique. Quand je rencontre quelqu'un, je commence toujours par les dettes. Je trouve que c'est la partie la plus anxiogène. Donc, une fois que c'est fait, on peut passer aux différentes sources de revenus, aux dépenses qui sont fixes, aux dépenses qui sont variables et après faire une petite réflexion très personnelle à chaque personne, une mise au point. Donc, on commence par les fameuses dettes. À qui on peut devoir de l'argent? On peut devoir de l'argent à des créanciers. Donc, tout ce qui est prêt, surtout les prêts personnels, les prêts étudiants, les prêts auto. Donc, les prêts dans cette catégorie-là, c'est surtout des prêts peut-être à plus faible taux d'intérêt parce qu'on se garde une partie bien particulière pour les cartes de crédit qui peuvent avoir là, des taux d'intérêt plus élevés. Après, on regarde les dettes personnelles. Donc, il y a des dettes à des amis, à de la famille, à des patrons, un peu n'importe qui, souvent 0% d'intérêt. Mais c'est dommage de perdre des relations personnelles pour des dettes. Et finalement, les retards dans les versements.
Donc, les retards dans les versements, ça peut être, exemple, retard de loyer, retard Hydro-Québec, retard télécommunications, retard de garderie. Donc, ça aussi, ça se classe dans les dettes. Donc, une fois que tout ça est bien noté sur la fameuse grille, donc, on se dit, bon, en fin de compte, qu'est-ce qui est plate dans les dettes? Oui, on doit de l'argent, mais c'est surtout qu'on doit plus d'argent que ce qui est emprunté parce qu'il y a les fameux intérêts. Donc, je pense que Daouda va me compléter bien là, par rapport à ce qui est de l'intérêt. Donc, l'intérêt, si on prend un petit exemple rapide ici, là, un objet qu'on achète à 1 000 $, donc disons que ces temps-ci, il neige pas mal, on va s'acheter une belle pelle à 1 000 $, hein? J'espère qu'elle va durer plus qu'une année. Donc, pour 1 000 $, on peut regarder avec un taux d'intérêt à 19,9 % d'intérêt. Qu'est-ce qui arrive si on paye seulement le paiement minimum à environ 3 % du solde? Si on paye 5 10 ou 50 Puis pour faire ce petit exercice-là, j'ai utilisé là, les deux liens que vous voyez, qui est l'Autorité des marchés financiers, qui nous propose une calculatrice là, pour évaluer comment on peut rembourser là, nos soldes de carte de crédit. Puis aussi l'outil de l'OPC, qui est l'Office protection du consommateur pour les paiements minimums. Donc, le paiement minimum, pour faire une histoire courte du paiement minimum, j'aimerais ça que tout le monde puisse me répondre. C'est un peu le désavantage du Zoom, mais je ne sais pas si on sait ce que c'est le paiement minimum. Daouda, c'est le seul que je vois. Est-ce que vous savez ce que c'est, j'espère? Euh, Oui, oui, alors le paiement minimum, enfin, finalement, là, c'est un minimum entre le plus petit, excusez-moi, le plus petit entre 10% et 3% là, du solde de la carte de crédit. Donc, habituellement, ça s'en vient là. On va voir un exemple là, de qu'est-ce que ça ressemble un paiement minimum là. Finalement, il est conseillé d'au moins payer ces 3% là, mais il intervient vraiment en dernier recours. Donc, normalement, pour une carte de crédit, par exemple, parce que ça, c'est le 20% là d'intérêt, ça se ressemble plus à un taux d'intérêt de carte de crédit. Il est préférable de payer vraiment la carte en totalité à tous les mois. On va en parler un peu plus là, comment est-ce que ça se passe avec un relevé. Mais à défaut de ça, vraiment, là, on paye ce qu'on peut, mais il faut vraiment s'assurer de payer au moins le paiement minimum qui en général tourne aux alentours de 3% ou bien 10 $, dépendamment du solde que vous avez. Ce qui est tannant avec le paiement minimum, c'est que si c'est un montant qui a été calculé, puis si on ne paie pas le paiement minimum, mais c'est là qu'on peut venir entacher notre code de crédit. Donc, en même temps, c'est un peu dommage parce que si on paye juste le paiement minimum, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on vient juste effleurer une partie de l'intérêt, puis on n'est pas venu attaquer là, le capital, le solde à payer. Donc, mais c'est quand même un montant qui a été défini. Puis ici, c'est le petit exercice, le tableau résumé qu'on parlait. Donc, vous voyez avec les mêmes caractéristiques de taux d'intérêt, le montant initial du compte. Si vous payez seulement là, le montant minimum, donc ça l'a augmenté un petit peu. Je pense que ça rendu à 3,5 le paiement minimum. Donc, ça a un petit peu augmenté, ça augmente à chaque année. Donc, la durée des versements, 49 mois, avec presque 500 $ de frais de crédit. Puis, on voit ici là, 1 500 $ pour sauter, exemple, si vous payez 50 de votre solde, à défaut de payer au complet, là, ce qui est suggéré fortement. Donc, vous avez seulement 3 versements à faire, une petite portion de frais de crédit, puis on voit que c'est beaucoup plus avantageux là, plus on paye un gros pourcentage du solde qu'on rembourse. Mais en même temps, on fait ce qu'on peut, hein? Donc, les fameux remboursements, on priorise quoi? Bon, c'est sûr qu'idéalement, on va essayer de prendre nos soldes qui ont le plus haut taux d'intérêt, donc pour éviter là, de payer beaucoup d'intérêt. On va essayer aussi de payer au moins le paiement minimum. Mais moi, j'aime beaucoup la troisième petite flèche là, par rapport aux conséquences à court terme. Des fois, on a des dettes qui sont dommageables. Oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être payer le solde d'intérêt plus élevé. Exemple, les garderies.
Moi, j'ai déjà eu une dame qui fallait qu'elle paie sa garderie pas mal tout de suite là. Sinon, son garçon ne pouvait plus aller à la garderie la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc, la dame, il fallait qu'elle reste à la maison. Donc, le découlait plein de conséquences à ça. Donc, pour elle, c'est sûr que son numéro 1 de remboursement, c'était la garderie. Même chose pour la voiture. Si vous avez un bris de voiture, ben, vous payez pas un bris de voiture, mais si vous avez un prêt auto puis que vous avez besoin de la voiture, ben, c'est sûr qu'on va peut-être choisir là, ce qui, à court terme, va avoir plus de conséquences. Il y a aussi bon, la bonne affaire. Tu sais, je ne sais pas si ça existe encore autant qu'il y a peut-être quelques années, mais si, exemple, vous avez une dette que, comme par hasard, vous avez oubliée, puis vous avez aussi un gros montant d'argent que vous avez oublié aussi, qui est disponible, mais si vous avez une lettre d'une agence de recouvrement qui vous rappelle une dette à payer, ben, ça se peut qu'elles disent si vous payez en 24 heures, ben, vous allez payer juste la moitié de ce que vous devez. Mais évidemment, il faut avoir l'argent disponible. Donc, mais ce que je pense qui est important dans tout ça, c'est que si on se rend compte pour faire un portrait budgétaire, on fait le budget, euh, c'est vraiment d'avoir une stratégie. Tu sais, on ne peut pas à chaque mois avoir les mêmes dettes qui reviennent, puis se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, de se bâtir un petit plan d'attaque, là, c'est bon pour l'anxiété financière, justement. Daouda, le micro. C'est quoi un dossier de crédit finalement, là, on en a parlé depuis le début de la conférence. Finalement, c'est une plateforme qui existe là, qui compile vraiment toutes nos informations de consommation financière. Donc, notre facture de téléphone, est-ce qu'on la paye? Notre prêt auto, est-ce qu'on paye? Notre hypothèque, notre carte de crédit, etc. Donc, ça compile vraiment là, un paquet d'informations par rapport à nos habitudes financières et au type de dette que nous avons. Et ça permet, entre autres, que la banque vérifie en fait votre créancier. Là, ça peut être un établissement financier bancaire ou bien une coopérative. Que vous êtes vraiment comme solvable, vous avez la capacité de faire face à vos engagements financiers. Donc, ces plateformes, généralement, là, il y en a 2 au Canada qui sont les plus reconnus, Equifax et puis TransUnion, et qui vous donnent vraiment une cote de crédit, dépendamment de comment est-ce que vous vous comportez et le type de dette que vous avez. Donc, certaines dettes ont plus d'influence négative sur votre code de crédit que d'autres, dépendamment encore comment est-ce que vous les utilisez. Par exemple, un crédit rotatif comme une marge de crédit ou une carte de crédit, qui sont vraiment, là, on les appelle en anglais, là, revolving account et tout, revolving loan. En fait, c'est des dettes qui nous permettent là, finalement d'utiliser à chaque fois qu'on peut et rembourser automatiquement sans devoir passer tout le temps à la banque pour appliquer pour un nouveau prêt. Donc, le crédit il est là disponible qu'on pourra utiliser à chaque fois qu'on peut, puis rembourser, etc. Puis, tandis que c'est un prêt normal, un prêt à terme, un prêt hypothécaire ou un prêt auto, vous remboursez, vous n'avez plus la capacité de réutiliser ce que vous avez déjà remboursé. Donc, dépendamment de comment est-ce que vous utilisez votre bureau de crédit, ben, les algorithmes que ces 2 compagnies-là utilisent là, pour évaluer votre score, il varie entre 300 et 900 points. Et généralement, la majorité des gens, ils regardent leur score de crédit. Ça, c'est très bon. C'est la meilleure façon qu'on peut savoir si on est, on a un bon crédit ou pas. Donc, mais il y a une autre donnée qui est très, très, très importante, qui est d'ailleurs plus importante que la cote de crédit, parce que la cote de crédit, en général, tant que vous payez, ça va, elle est toujours bonne. Mais il y a ce qu'on appelle le ratio d'endettement qui est très, très important que les gens ne savent pas et j'ai trouvé pertinent de le mentionner ici. C'est vraiment le ratio d'endettement, il est par rapport à votre revenu. Donc, au fur et à mesure votre revenu est élevé, au fur et à mesure, vous avez la capacité d'absorber des dettes et de les payer. Donc, finalement, pour les prêts immobiliers, donc pour les gens qui s'intéressent à regarder vraiment là, les prêts hypothécaires dans les prochains mois ou années, ce ratio ne doit pas excéder 44%, incluant le prêt pour lequel vous voulez faire la demande. Donc, le prêt hypothécaire pour lequel vous voulez faire la demande. S'il s'agit d'un autre type de prêt, un prêt auto ou d'autres types de dettes, normalement, c'est 40%. Prochaine diapo.
Juste pour donner une perspective un peu par rapport à où est-ce qu'on se situe au Canada puis au Québec là, par rapport à la dette. Et ici, ça, c'est des données qui ont été tirées de Statistique Canada et de Statistique Québec également. Ça veut tout simplement nous dire que on a 182% de dette par rapport aux revenus disponibles. Donc, quand vous prenez votre revenu brut, vous enlevez toutes les déductions, l'assurance emploi, le RPC, la RRQ, toutes les charges sociales là, que nous sommes obligés de payer. Et ce revenu disponible-là, donc nous avons 182% de ce revenu-là que les Canadiens sont endettés. Au Québec, on fait beaucoup mieux qu'au reste du Canada, par rapport au reste du Canada, là, cette statistique elle, est à 144%. Je te redonne la parole, Julie. Oui, merci. Mon Dieu, c'est des gros chiffres, ça. Ça donne encore plus envie de faire un budget, de faire un peu plus de planification financière. Donc, on met de côté les dettes, on en a déjà parlé. Prochaine étape de la fameuse grille budgétaire, le portrait budgétaire, c'est les revenus. Donc, juste rappeler ici que quand on fait un portrait budgétaire, on prend vraiment les revenus qui sont nets. Donc, on prend notre revenu brut, moins toutes les déductions à la source. On en a parlé ici de quelques-unes. Ça peut être les cotisations de chômage, cotisations de sécurité sociale. En fin de compte, on veut savoir c'est quoi notre revenu disponible. C'est quoi l'argent dans nos poches pour aller faire nos commissions, pour aller s'acheter des souliers, pour s'acheter à peu près n'importe quoi. Donc, revenu net, c'est important. Puis, bon, les sources de revenus, il y en a plein, plein, plein. On regarde quand on est salarié, il y a des crédits d'impôt, des prestations du gouvernement, il y a des prêts étudiants, des bourses, des allocations, pensions alimentaires, etc., etc. Juste ce qui est important peut-être ici à souligner, c'est d'être bien organisé en fin de compte, surtout en ce qui a trait peut-être aux revenus du gouvernement. C'est quand même notre responsabilité de citoyen là, de bien vérifier là, nos entrées, nos sorties d'argent. C'est facile à dire, hein, mais mieux vaut être organisé que se faire organiser. Ici, c'est vraiment, ça se dit bien là, par rapport aux différentes sources de revenus. Il faut être à son affaire. Donc, on tombe déjà ici dans les dépenses qui sont fixes. Les fameuses dépenses qui sont fixes, on peut les appeler aussi les intouchables. Idéalement, ben, celles-là, on les paye de façon systématique à tous les mois. Donc, ici, j'en ai marqué quelques-unes, puis il y en a peut-être quelques-unes qui méritaient quelques particularités. Donc, le loyer, hein, c'est difficile de parler des fixes sans parler du loyer. On sait que ça peut être très, très cher, le loyer. Ça peut être vraiment une bonne partie de notre revenu net, justement. Ces temps-ci, je vois facilement 50% et quasiment plus là, par rapport au loyer. Mais dans ça, on calcule l'électricité puis tout ce qui touche là, au fait de s'héberger. Donc, si vous ou si quelqu'un sentez que la situation est difficile de ce côté-là, il y a des programmes d'aide au logement qui existent. Donc, peut-être aller voir du côté de l'OMHQ, qui est l'Office municipal Habitation Québec, qui pourront peut-être vous aider là, par rapport aux critères. Puis, tout bien calculé, qui est un site intéressant, et le bail. Le bail, là, c'est nos amis défenseur des droits des locataires, mais aussi des locateurs. Donc, ça va des deux côtés, ça aussi. Au niveau de l'hypothèque, là, je me sens un peu mal de parler de ça après que Daouda ait si bien expliqué la chose, mais quand on fait un prêt pour un prêt hypothécaire, quand on fait une évaluation, c'est évalué sur le revenu qui est brut. Donc, depuis quelques diapos, je parle de notre revenu net. On est évalué sur le brut. Donc, déjà en partant, là, on peut emprunter un petit peu plus qu'on a besoin. Donc, Daouda, tu me diras si j'ai tort, là, mais on n'est pas obligé d'emprunter tout ce qui peut nous être prêté là, pour un prêt hypothécaire. On peut choisir la portion qu'on est intéressé pour éviter par la suite d'être trop endetté. Donc, Éducalois, qui est un très bon site aussi. Puis, la CEF de la Nausière, je voulais juste ici parler du fait qu'il y a des ACEF, là, il y en a vraiment dans presque toutes les régions. Donc, c'est important si vous voulez faire affaire avec une ACEF de vraiment prendre la CEF de votre région. Faire les portraits budgétaires, faire les budgets, ça va bien. Mais le fait de choisir son ACEF, ça nous permet d'avoir les références de notre territoire. Donc, c'est important pour ça.
Puis, les taxes municipales et scolaires, si vous êtes propriétaire, ici, je m'en servais un petit peu pour vous parler là, des dépenses qui sont sur 12 mois. Comme le portrait budgétaire qu'on fait ensemble, ben, c'est un portrait pour un mois moyen, donc pour 28 jours. Mais il y a des dépenses comme ça, des dépenses annuelles qu'il faut quand même considérer, hein, parce qu'ils vont arriver à un moment donné dans l'année. Donc, pour les rentrer dans notre mois moyen, on prend, exemple, les taxes, on peut les diviser par 12 pour voir combien ça nous coûterait, c'est quoi la portion qui serait allouée pour cette dépense annuelle-là par mois. Donc, on le dit, un mois moyen, des fois, le mois va être plus petit, donc au niveau des dépenses revenus. Des fois, ça va être plus gros. Donc, il faut aussi équilibrer ça. Il ne faut pas les oublier, les dépenses annuelles. Puis en plus, souvent, c'est des dépenses qui sont plates. Hein. C'est pas aller au restaurant, puis c'est pas aller au cinéma, là, mais il faut les calculer quand même. OK. Donc, l'inflation. Ça, c'est un gros mot qu'on a entendu pas mal ces temps-ci. Hein? Donc, je voulais juste en parler rapidement. Là. Je fais une explication très, très vulgarisée. Donc, l'inflation, ça va avec le taux directeur. Le taux directeur, là, c'est la Banque du Canada qui fixe ça. En même temps, la Banque du Canada ne va pas fixer, baisser, monter pour le fun, comme on dit. Là. C'est sûr que c'est pour aider au niveau de l'économie du pays. Donc, le taux directeur, ça va influencer les taux d'intérêt, puis ça va influencer au niveau de l'inflation, parce que l'inflation, ben, c'est tous les prix qui augmentent. Donc, si nos prix augmentent, ben, c'est sûr que notre pouvoir d'achat il diminue. On peut moins acheter des biens, des services, des expériences avec ce qu'on avait avant là, comme bourse, on peut dire. Est-ce que c'est trop simplifié, Daouda? Non, moi je trouve ça intéressant, c'est bien ajouté là et tout. Fait que finalement, le taux directeur, c'est un taux qui est géré effectivement par la Banque du Canada et il sert vraiment à décourager, disons, la consommation, disons, discrétionnaire là dans le fond. Euh, Comme elle l'a dit tantôt, l'inflation a galopé vraiment là, ces derniers 12-18 mois maintenant. Et pour contrer ça, justement, la Banque du Canada a décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour un peu diminuer l'envie des gens de consommer là, pour ramener l'inflation à un autre prix, vraiment en deçà de ce que nous connaissons tout de suite. Là. La seule affaire qui est plate dans ça, c'est qu'il faut encore manger, puis il faut encore acheter des trucs, là, C'est ça. mais c'est ça, c'est une autre histoire. Donc, je continue toujours avec mes intouchables, les dépenses qui sont fixes. L'électricité, vous connaissez sûrement là, les montants versements égaux, ce qui est vraiment pratique là, pour payer à chaque mois le même montant par rapport à l'électricité. Encore une fois, pour se garder un mois moyen le plus moyen possible, on peut dire. C'est sûr que l'électricité, des fois, ça peut être difficile. On peut avoir des retards de versement par rapport à ça. Hydro-Québec, ben, ils ont le monopole de l'électricité, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais je veux quand même vous encourager, là, si vous avez des problèmes au niveau là, de dette avec Hydro-Québec, de les appeler. Ils ont quand même un bon service. Là. Ils ont fait des catégories de remboursement de dette. Puis habituellement, on peut réussir à avoir quelque chose qui est avantageux. Donc, gênez-vous pas pour les appeler. Puis, il y a aussi des programmes comme Éconologie. Éconologie, c'est pour nous aider là, dans les appartements à voir est-ce que le vent passe dans nos fenêtres, est-ce qu'il y a certaines pertes d'énergie là, qu'on pourrait peut-être arranger un petit peu pour payer moins d'électricité, mais aussi pour sauver l'énergie. Donc, ça, c'est un programme qu'il faut s'inscrire. Vous pouvez voir sur le web, voir qu'est-ce qu'il y en est. Je sais qu'ils choisissent, là, il y a un certain nombre par année de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme-là, mais sur le site, il y a aussi là, des petits trucs super intéressants, mais pas aussi intéressants que mon prochain truc qui est Plan Hub. Hein, les fameuses télécommunications, les statistiques nous le disent encore, la principale, la plus grosse dette, là, surtout des moins de 25 ans, mais je pense encore aussi les adultes, là, c'est les fameuses télécommunications, donc téléphone cellulaire, Internet, tout ça.
Puis, ce qui était drôle dans cette statistique-là, c'est que la deuxième dette, c'était au niveau des cartes de crédit, mais quand on épluchait la carte de crédit, on voyait que c'était pour payer les télécommunications. Parce que les télécommunications, ce qui est dommage des fois, c'est qu'on a des contrats, puis le contrat, ça passe direct sur nos cartes de crédit. Donc, il faut vraiment extrêmement bien surveiller ça. J'ai un homme qui m'a appelé dernièrement, puis il avait un problème qu'il avait eu avec, je ne dirais pas qui, mais sur plusieurs mois. Donc, si on regarde à chaque mois qu'est-ce qui se passe dans notre compte, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, juste une petite vérification de courtoisie, comme on dit, c'est moins pire de corriger une erreur d'un mois que de plusieurs mois. Puis, mon fameux plan UB, c'est que si vous sentez que vos télécommunications ça vous coûte vraiment trop cher, puis que vous avez envie là, de faire différents scénarios avec d'autres fournisseurs, parce que maintenant, il y a d'autres fournisseurs qui existent. Ça peut être intéressant. C'est sûr que si vous voulez tous vos services sur la même facture, peut-être que ça limite les fournisseurs, mais si vous avez envie d'explorer, voir votre téléphone, telle compagnie, Internet, telle compagnie, on peut sûrement sauver plusieurs dizaines de dollars. Les fameuses assurances. Les assurances, pour ce qui est d'une maison, c'est obligatoire, les assurances habitation. Malheureusement, pour les appartements, ce n'est pas encore obligatoire, malheureusement. Puis ça fait des années qu'on en parle. Il y a des propriétaires, des bons propriétaires, les bons locataires qui exigent d'avoir des locataires, l'assurance habitation. Donc, l'assurance habitation, c'est sûr que ça va venir protéger vos biens, mais ce qui est encore plus important, c'est la responsabilité civile, hein, pour éviter qu'il y ait un accident dans votre appartement, puis d'avoir des coûts reliés à ça. Là, en tout cas, moi, c'est un peu mon dada, l'assurance habitation. Là, moi, ce serait essentiel. C'est quelques dollars de biens investis au cas qu'il arrive quelque chose. Mais les assurances, en fin de compte, c'est ça. Hein? On investit, s'il n'arrive rien, tant mieux. Mais si on en a besoin, c'est là pour ça. OK, la voiture. Donc, la voiture, c'est une autre grosse dépense. Hein. Moi, de plus en plus, j'ai des gens qui prévoient se débarrasser de la voiture, la vendre, prendre l'autobus, changer un peu de façon de se mobiliser, de se transporter. Mais il y a l'APA, qui est l'Association pour la protection des automobilistes, qui chaque année dresse la liste des prix citron. Donc, tant qu'à investir sur une automobile, c'est bien de savoir où investir. Puis, il y a aussi Protégez-vous Auto qui liste les bons choix usagers. Par rapport aux bons choix usagers, j'ai une petite anecdote. Là. J'ai une personne que je rencontrais qui a décidé de vendre sa voiture usagée, puis elle a eu un meilleur prix que quand elle l'a acheté. Les voitures usagées là, sont vraiment, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ça peut être une idée là, si vous voulez vous débarrasser de votre voiture. On peut quand même avoir des bons prix par rapport à ça. Et le registre des droits personnels et réels mobiliers. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si vous voyez la référence en bas, c'est quand même un registre là, du ministère de la Justice. Donc, pour faire une histoire courte, exemple, je veux acheter une voiture usagée. Puis là, je me dis, cette voiture-là, est-ce que ça se pourrait que la personne qui m'a vend, bien, cette voiture-là n'est pas encore payée au complet, qui est encore une source de crédit? Donc, je peux aller voir avec ce registre-là si ma voiture est payée au complet, que je n'aurai pas à payer un crédit qui était caché ou, ben, je ne sais pas si c'est encore pire, en tout cas, Xeco, ben, cette voiture-là ou ce bien-là, ben, ça peut être une garantie pour un autre bien. Donc, exemple, si la personne avait mis sa voiture sur un autre bien, que le bien est saisi ou en tout cas, vous savez ce que c'est endosser, là, donc je pourrais perdre mon bien à cause de ça. Donc, ce registre-là, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, je pense que si le ministère de la Justice a décidé de créer ça, c'est parce qu'il y avait déjà des petits problèmes. Bon, vous n'êtes pas trop essoufflé? Il y a beaucoup de sujets, hein? Donc, le prix de l'essence, il faut vraiment vivre sur Mars ces temps-ci, pas avoir vu là, l'essence qui a augmenté. Donc, bon, on peut toujours utiliser l'éco-conduite. Puis moi, je suis la personne qui prend l'autobus depuis toujours, donc je vais vous lire ça. Là. Il paraît que
Si la pression de nos pneus est vraiment bien ajustée, si les pneus sont bien gonflés, on peut sauver au niveau de l'essence, aussi au niveau de la vitesse. Donc, il paraît que c'est plate de rouler moins vite, mais si on roule moins vite, évidemment, on brûle moins d'essence. Et la décélération naturelle, donc le fait de ne pas conduire avec des mouvements brusques ou si on est capable, dans une petite pente, là, de laisser un peu aller la gravité, il paraît qu'on peut sauver aussi. Mais on peut sauver aussi avec l'autobus. Bon, toujours dans les dépenses qui sont fixes, hein, on a beaucoup des dépenses quand on voit ça, là. Puis c'est quelques-unes. Donc, la garderie. La garderie, c'est vraiment un gros poste budgétaire, là. Ça arrive quand même assez souvent que je vois des familles qui payent en garderie par mois autant que leurs frais d'hypothèque. Donc, il existe un crédit d'impôt pour ça. C'est un crédit d'impôt qui peut être récolté là, à la fin de l'année avec la déclaration de revenus, mais on peut l'avoir de façon anticipée. Donc, on peut l'avoir chaque mois. Donc, ça peut être utile là, pour, en fin de compte, les autres mois à venir. Donc, ça peut être une façon intéressante. Et l'épargne par rapport à l'endettement. Qu'est-ce qu'on fait si on est endetté? On sait que c'est important d'épargner et tout, mais en tout cas, on pourra réfléchir de votre côté si ça vous concerne. Peut-être que de rembourser ses dettes avec l'intérêt qui va avec, ça peut être un meilleur choix au niveau de l'épargne. Puis si on place son, ses frais de crédit, en fin de compte, ce qu'on paye comme pour rembourser ses dettes, ben, une fois que c'est payé, ça, ben, on peut le mettre en épargne. Donc, c'est juste comme une petite transition. Daouda, je ne sais pas si tu es d'accord, hein? J'ai l'impression que. Ouais, ben, parce que ça épargne versus endettement, c'est quand même une question délicate parce que Ouais. en réalité, ça dépend vraiment, là. Ça dépend. C'est parce que le coût de la dette, est-ce que c'est moins élevé que ce que vous pouvez tirer dans votre épargne? Et il faut vraiment évaluer ça. Et le mieux, ça serait peut-être de voir, parce que chaque cas est particulier, ça dépend aussi quel type de dette que c'est. Parce que si c'est des investissements immobiliers, ben, ça change peut-être toute la chose, là. Mais si c'est des cartes de crédit, ben, évidemment, pour la majorité des gens, ça serait peut-être mieux de payer d'abord la carte de crédit avant de penser à épargner. Le mieux, ça serait peut-être de voir un conseiller financier, Oui, là, qui pourrait vous démystifier tout ça, là, ouais. dépendamment de votre situation à vous. C'est ça. Tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est sûr que c'est un conseiller financier qui va être la personne là, la plus attitrée pour ça. Puis C'est juste ça. dire que nous, à la CEF de Québec, on est vraiment des intervenants budgétaires. On n'est pas des avocats, on n'est pas des notaires, on n'est pas des conseillers financiers. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de vous diriger vers la meilleure personne pour répondre à vos questions. On n'est pas des psychologues, quoique des fois, mais c'est ça. Soyez assurés que si on ne peut pas répondre à votre question, on va pouvoir vous référer à la bonne personne. Bon, parfait. Donc, on est rendu dans les dépenses qui sont variables. Les fameuses dépenses variables, on les appelle les compressibles. Les compressibles, en fin de compte, c'est peut-être sur ces dépenses-là qu'on a un petit peu plus de pouvoir, qu'on peut, ça le dit, hein, qu'on peut les compresser dépendamment de ce qui nous reste comme sous dans le mois. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, comme exemple, se nourrir. On peut manger du caviar, mais on peut manger du Kraft Dinner ou du Kraft Dinner au caviar, mais ça, c'est vos affaires. Mais on voit ici que, tu sais, s'alimenter, on n'a pas le choix de s'alimenter, mais on peut varier là, comment qu'on peut le faire. Puis, il y a un exemple que j'ai fait hier, justement. J'avais un atelier, puis j'avais un pot de verre. Puis mon pot de verre, c'est les revenus. Dedans, les grosses roches, c'était les dépenses qui sont fixes. Les plus petites roches, après, c'était des dépenses compressibles, disons, peut-être plus essentielles. Par-dessus, j'avais du beau sable qui était nos restaurants, nos sorties. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, là, mais idéalement, on les met à la fin, une fois qu'on a tout payé, là, ce qui est essentiel, pour éviter, bien sûr, là, l'endettement. C'est plate, hein, mais pas grave. Peut-être le mois d'après, on va avoir plus de sable puis moins de petites roches. Donc, les dépenses variables, encore une fois, il y a vraiment là, à peu près tout ce qui reste. Là, il y a plusieurs thèmes. Bon, l'alimentation, c'est un peu comme l'essence, hein, ça a augmenté, mais évidemment, ça va ensemble aussi.
Ici, on voulait vous donner peut-être des petits trucs là, au-delà de faire des gros chaudrons de soupe, puis de congeler ça, puis de prendre des fruits qui sont moins beaux pour faire de la compote. C'est des super bons trucs, mais on s'est rendu compte que peut-être le soir, quand on arrive de travailler, on n'a pas nécessairement envie de se lancer dans de la grosse popote, là. Donc, on a essayé d'y aller avec des trucs peut-être plus en amont. Donc, on a parlé d'applications d'économie, Food Hero, Flash Hero. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. C'est de plus en plus performant là, comme application. Ça peut être intéressant de regarder ça. L'achat d'aliments de base non transformés qui sont sans taxe, hein. Peut-être quand on va à l'épicerie, peut-être pas je regarder vis-à-vis nos yeux, là, mais regarder plus en bas ou plus en haut. Donc, c'est une bonne raison d'emporter les enfants qui regardent en bas un peu. Là, fait qu'ils peuvent nous dénicher les produits sans taxe. Quoique les produits pour enfants, souvent, sont en bas aussi. Là, fait que ça, c'est une autre histoire. Comparer les prix par 100 grammes. Ici, vous avez un exemple. La petite étiquette, je ne sais pas si vous voyez ici là, le prix par 100 grammes. Donc, pour ce qui est sec, c'est en grammes, puis le liquide, c'est en millilitres. Des fois, c'est dur de voir avec les formats, comparer des formats, comparer des marques, comparer, je sais pas, différents produits. Donc, ça, c'est vraiment une bonne façon là, d'avoir l'information rapidement. Les circulaires, je pense que les circulaires, on peut les ressortir, hein? Les coupons même, si vous voulez un peu regarder les coupons, c'est quand même une façon intéressante de réduire son panier d'épicerie. Les circulaires, intéressant de regarder sur la page sur le dessus puis la page en dessous, qui sont les meilleures places pour les spéciaux. Puis là, en tout cas, je pourrais parler des magasins qui accotent les rabais et tout, là. Donc, intéressant de regarder ça. Puis, ben, les ressources alimentaires, ben, ça existe. Puis, c'est là ben, pour les gens qui en ont besoin. Donc, des fois, à la fin du mois, ben, on a encore besoin de s'alimenter. Les personnes qui ont peut-être des revenus plus serrés, ben, ça existe. Pourquoi ne pas les utiliser? Les vêtements. Donc, les vêtements, il y a toujours les friperies, il y a des vêtements usagés. Maintenant, c'est rendu vraiment plus à la mode, là, Marketplace, Kijiji, aussi dans une optique de déconsommation, peut-être utiliser, réutiliser, peut-être acheter moins, acheter mieux. Je voulais vous dire aussi dans ça, je voulais parler du répertoire 2 à 1. Le répertoire 2 à 1, là, c'est le répertoire des organismes qui est le plus à jour. Mais c'est le seul qui est à jour en fin de compte. Avant, on se faisait des listes avec plein d'organismes et tout, mais ça bouge quand même assez rapidement. Donc, le 2 à 1 par téléphone ou par web, vous dites votre secteur, vous dites je veux savoir les friperies dans mon coin, puis on va vous indiquer là, les différentes ressources. OK. Dentiste, donc pour diminuer cégep, université. Le cégep, c'est peut-être plus pour les soins d'hygiène dentaire. L'université, c'est peut-être plus pour les grosses jobs, comme on dit, là. Donc, appelez voir si vous êtes éligible ou si vous pouvez profiter de ces services-là. Optométriste, le marchand de lunettes, super bien connu. Avec le lien ici, là, lui, il a pu être présenté. Là, depuis, on le connaît très bien pour des lunettes, des verres, les prescriptions et tout. Juste vous informer comment ça fonctionne. De très, très belles économies à faire. SOS lunettes pour les petites lunettes qui cassent dans le divan ou donc SOS lunettes. Puis je dirais aussi SOS phone pour les gens qui ont des téléphones cellulaires à faire réparer. Cadeaux. Cadeaux, j'en dis pas plus que mon 1 sur 12 qu'on a parlé tantôt. Si pour vous, c'est important de faire des cadeaux, Noël arrive à la même date à chaque année. Donc, on peut se faire un budget de cadeaux. Puis à la place, des fois, d'utiliser le plastique parce qu'on n'a plus de liquidité pour les cadeaux, ben, on se fait. Ah oui, c'est vrai, ça, je ne l'ai pas dit. Quand vous avez un compte opération, vous avez des comptes épargne qui viennent avec ça. Donc, vous pourriez vous prendre carrément un compte épargne, l'appeler cadeau, puis prendre votre budget cadeau, le diviser par 12, puis à chaque mois, balancer un 12e là, dans ce compte-là pour vous faire un compte qui va être disponible pour les cadeaux, pour un voyage, pour des vêtements, pour à peu près n'importe quoi. Les frais bancaires, donc les frais bancaires aussi qu'on peut magasiner. Si vous êtes du type à prendre beaucoup votre carte de guichet, votre carte débit, ben, un forfait transaction illimitée, ça peut être intéressant anti-anxiété pour éviter quand on n'a pas d'argent pour rembourser, là, on cherche le terme. Les forfaits? Ouais,
sans fond, là, Les avances de fonds. Ouais, en tout cas, c'est ça. Pour éviter de tomber dans les marges de crédit ou les trucs là, on a plein Oui, d'intérêts. oui. Puis, j'aimerais en parler ici par rapport aux frais bancaires. Moi, j'ai des gens qui me disent, ah non, moi, je prends plus ma carte de débit, je prends juste ma carte de crédit. Je veux me ramasser des points, je veux m'acheter un toaster à la fin de l'année. Bon, moi, je respecte ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que si vous décidez de payer là, le solde au complet de votre carte de crédit à la fin du mois, bien, vous assurez que vous allez avoir les revenus pour le payer, ce solde-là. Malheureusement, j'ai des gens qui, des fois, il en manque un petit 500, un petit 1000, puis là, c'est là que facilement l'endettement progressif peut se voir. Mais c'est une question d'organisation, c'est au choix. OK. Donc là, on a beaucoup parlé de comment on peut diminuer nos dépenses. Pourquoi pas augmenter son revenu? Donc, vraiment, si et seulement si, là, moi, je veux mettre personne mal à l'aise avec ça. Mais ces temps-ci, il y a quand même place à l'emploi. On peut décider d'avoir un deuxième travail. On peut décider d'avoir un travail plus payant, pourquoi pas. Quelques heures de plus, on est capable, si c'est possible. Des articles non utilisés à vendre, donc faire le ménage des chambres des enfants, du garage. Il y a plein de gens qui sont prêts à acheter là, plein de trucs usagés. Puis ici, sur canada.ca, vous avez le chercheur de prestations. Vous allez en haut, il y a une petite loupe, vous marquez ça, vous rentrez vos coordonnées, en fin de compte, vos données. Puis on peut vous proposer soit des prestations ou des crédits d'impôt que vous pourriez avoir selon votre situation. Donc, s'il y a peut-être une affaire à retenir dans ma présentation, je pense que ce serait celle-là. Si ça vous tente d'en retenir plus, c'est correct aussi. Mais chercheur de prestations, ça peut être intéressant. Bon, OK, finalement, pourquoi qu'on a fait tout ça? Donc, là, j'ai la personne, ça fait au moins 1 heure qu'on se placote là, avec la grille et tout. En fin de compte, c'est super simple. Ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on prend les revenus qui sont nets, moins les dépenses fixes, les dépenses variables, puis on regarde pour un mois moyen, est-ce que vous avez un déficit, un surplus, ou si les revenus, ça couvre à peu près les dépenses. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'approximations, mais ça donne quand même un œil sur la situation financière. Puis là, dépendamment des objectifs, des attentes, des projets, bien, on peut voir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? S'il y a un surplus, est-ce qu'on fait plus de remboursement? Est-ce qu'on avait un projet de prévu? Est-ce qu'on fait de l'épargne? S'il y a des déficits, bien, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que le déficit, souvent, quand on fait un portrait budgétaire comme ça, bien, il y a peut-être 2 façons de le traiter. Soit que la personne, moi, j'ai des personnes qui n'ont pas de crédit, pas de carte de crédit, rien. Donc, il y a des bonnes chances qu'il y ait des trucs qui ont indiqué qu'ils ne vont pas acheter pour que ça arrive à peu près égal. Ou sinon, ben, malheureusement, ça peut aller directement dans le crédit. Puis là, ben, on ouvre la porte là, pour du crédit progressif. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire le portrait. C'est pour ça que c'est intéressant de vérifier ses finances au mois pour éviter que ça nous glisse entre les mains. Donc, c'est encore à moi. Vous allez être tanné de m'entendre parler. Bientôt, ça va être notre ami Daouda. Donc, le crédit Anjou-Démon. Je voulais ici là, vous parler quelques mots sur le crédit. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà discutées. Donc, c'est sûr que le crédit, c'est pratique. On l'a vu avec la pandémie, hein, on avait besoin de commander des choses. Il y a même certains services qu'on pouvait juste avoir par crédit. Mais surtout pratique dans le sens que c'est petit, puis ça évite de traîner de l'argent, ou en tout cas, ça peut être pratique. Les achats à distance, j'en ai parlé. Bon, mode de paiement versus mode de financement. Quand on liste les dettes, c'est sûr que la carte de crédit, comme Daouda l'a dit au tout début, c'est supposé d'être remboursé aux 21 jours. Donc, si c'est aux 21 jours, ben, c'est un mode de paiement comme de l'argent, comme une carte de débit. Tu sais, c'est vraiment pris dans votre compte, puis c'est réglé dans le mois. Si ça se met à traîner, si vous avez des soldes dessus, 2000, 3000, 5000, donc là, c'est plus un mode de financement. C'est ce qu'on ne veut pas parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêt sur une carte de crédit. Puis, peut-être que ça serait bien de rencontrer son conseiller financier pour avoir un autre mode de financement, que ce soit un prêt personnel ou autre chose le plus approprié. Les avances de fonds sont tannantes parce que comparativement à ce qu'on met sur la carte de crédit quand on fait des achats, quand on fait une avance de fonds, aussitôt qu'on sort l'argent du guichet, aussitôt qu'on a des taux d'intérêt, qu'on a des frais d'intérêt. Des fois, on n'a pas le choix, mais il faut vraiment les rembourser rapidement. Taux d'intérêt à choisir. Donc, oui, idéalement, on choisit une belle carte de crédit avec un
un petit taux d'intérêt, hein, qui va être plus facile au niveau des intérêts, ça le dit. Mais malheureusement, des fois, ça peut être l'intérêt qui nous choisit. On l'a vu tantôt avec Daouda, avec la cote de crédit. Si vous êtes classé comme un moins bon emprunteur, que vous êtes plus ou moins solvable, c'est sûr que ce qu'on va vous prêter comme carte de crédit avec le taux d'intérêt, ça va être plus élevé parce que c'est facile à comprendre. Hein, c'est la même chose qu'on prête de l'argent à un ami. Si un ami, que ça fait longtemps qu'on lui prête de l'argent puis il ne nous rembourse jamais, bien, ça ne tentera pas d'y prêter. Donc, la garantie, en fin de compte, de la carte de crédit, comme elle n'a pas de garantie, c'est d'avoir un taux d'intérêt qui va venir compenser si on ne paye pas. Paiement minimum, on a discuté. Donc, si vraiment là, vous dites, moi, la carte de crédit, je comprends pas ça, ça me file entre les doigts, j'ai toujours plein d'intérêts, c'est des problèmes. Pourquoi pas revenir avec des paiements comptants ou avec la carte de crédit, de débit, excusez, ou avec une carte de crédit prépayée. Donc, en fin de compte, on met de l'argent sur la carte de crédit, puis après ça, ben, on dépense selon ce qu'on a mis. Moi, j'ai un collègue qui m'a vraiment sorti quelque chose d'intéressant sur ça, la carte de crédit prépayée. C'est que lui, à chaque mois, il fait son budget. Puis son budget de loisirs, comme on peut dire, il met sa carte de crédit prépayée. Donc, une fois qu'il n'y en a plus, bien, il n'y en a plus, il n'en met plus sa carte de crédit, mais c'est quand même mis un petit montant de côté. En fin de compte, il l'a utilisé comme ce que je vous parlais tantôt pour le compte épargne. Mais ça peut être intéressant aussi de voir ça comme ça. Et la limite de crédit à contrôler, vite, vite, si vous avez une limite de crédit de 1 000 que vous avez 400 de meubles dessus, pour combien est-ce que vous êtes réputé être endetté? Est-ce que c'est 1 000? Est-ce que c'est 400? Est-ce que c'est 600? J'ai envie de faire travailler Daouda. La limite de crédit, ça dépend vraiment. Là. La limite de crédit, il faut la contrôler, il faut la garder vraiment moins de 30% d'utilisation, en fait. Pour tout ce qui est carte de crédit ou marge de crédit, en fait, l'ensemble de nos dettes rotatives là, doit être vraiment en bas de 30%, 33%, donc le tiers de la limite. Pour une carte de crédit de 1 000 $, on ne devrait pas utiliser normalement plus que 333 $ ou même si on utilise, on devrait quand même maintenir un solde si on ne peut pas payer toute la carte, moins de 33%. C'est ça, parce qu'on est quand même réputé pour être endetté pour la limite au complet de notre carte. C'est ça. On peut se faire dire, vous allez traverser la rue, vous allez acheter une grosse télévision, puis votre carte de crédit, la limite est atteinte. Donc, d'où l'importance de ne pas avoir des limites trop élevées. Suis-je endetté? Donc, ça, c'est la question quiz, hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont soit qui utilisent du crédit, ce qui peut être bon si c'est bien utilisé, ou que c'est comme rendu normal d'avoir des dettes. On peut se poser des petites questions comme est-ce que mes soldes sont non payés? Est-ce que mon paiement minimum, est-ce que j'ai réussi à le payer? Les marges de crédit, en fin de compte, est-ce que mes limites sont atteintes partout? Est-ce que mes dates d'échéance sont toujours dépassées? Est-ce que j'ai souvent l'habitude d'aller chercher des sous en avance de fonds? Est-ce que tout le monde me court après? Les agences de recouvrement, créanciers, bon, les chèques sans provision, peut-être qu'on fait moins de chèques qu'avant, mais est-ce que ça arrive, il y a des chèques sans provision? Puis, encore une fois, les limites de crédit, est-ce que tout est explosé partout? Quand c'est rendu là, puis même avant ça, pour venir voir à la CEF de Québec ou aller voir son conseiller financier, il y a quelque chose qui cloche. Daouda. Bon, on a parlé de la carte de crédit à plusieurs reprises ici aujourd'hui. On a peut-être failli vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais en même temps, ben, de notre côté, ben, ça prend ça là, pour bâtir une historique, pour se faire évaluer par un créancier, par un établissement financier. Ça prend une carte de crédit ou un service téléphonique. En tout cas, de prendre une forme d'engagement financier là, qui va être répertorié. Je vais rajouter ça parce que c'est important. Et c'est vraiment ça la première étape pour avoir une bonne carte de crédit et maintenir de bonnes habitudes financières en effectuant les paiements à temps et en totalité. Ça, c'est vraiment important. Elle a parlé tantôt d'endettement progressif. En fait, si on maintient seulement payer le paiement minimum sur notre marge de crédit ou sur notre carte de crédit, ben, sur le long terme, là, on est en train de rentrer petit à petit dans la dette
et notre paiement minimum va augmenter. Parce que ce n'est pas vrai qu'on va cesser d'utiliser notre carte de crédit là, parce qu'on paye juste notre paiement minimum. Par expérience, la majorité des gens qui font ça, tant que leur limite de crédit n'est pas atteinte, ils continuent quand même d'utiliser leur carte de crédit. Donc, le paiement minimum augmente. Finalement, tu te retrouves rien qu'avec les intérêts, avec 200, 300, 400, des fois même 500 pièces par mois là, à payer sur une carte de crédit. Ça, c'est déjà la facture de ton épicerie, là. Puis, on en a parlé tantôt, là, maintenir 33% maximum de la limite. Ça, c'est vraiment, si on veut être vraiment parfait, c'est vraiment 33%. Maintenant, ben, si on n'a pas les moyens, ben, on peut toujours essayer de voir, mais il ne faut pas vraiment dépasser la limite. Parce qu'en dépassant la limite de la carte de crédit, on s'expose à une augmentation de frais d'intérêt. Généralement, on augmente directement à 25%. C'est comme ça que les banques fonctionnent de façon générale. Puis également, il faut vérifier son bureau de crédit là, pour savoir. Généralement, vos institutions financières vous donnent cette option-là de façon gratuite. Certaines banques sont payantes, certaines sont gratuites. Puis il y a également les plateformes Equifax et TransUnion où on a accès à ça. Si on regarde la prochaine diapositive, ici, je me suis dit de parler un tout petit peu des prêts auto, parce que ça, c'est un autre monstre, en fait, finalement. Les prêts auto, c'est bien que c'est sûr que c'est confortable, c'est en cuir là-dedans, c'est propre, ça sent bon, c'est une voiture de sport, on a les deux échappements en arrière. Là. C'est sûr que c'est intéressant, mais si les paiements sont élevés, ça peut vraiment vous nuire pour aller chercher vraiment des financements plus intéressants, des financements qui cadrent le plus avec vos objectifs. Pour quelqu'un qui veut acheter une maison, qui veut acheter des terrains, quelqu'un qui veut finalement s'endetter à la banque, utiliser l'argent de la banque pour faire des investissements, pour atteindre une forme de liberté financière, ça serait peut-être intéressant de faire un frein par rapport au prêt auto parce que ça peut être vraiment, vraiment comme dommageable. Puis, encore une fois, là, c'est très important de voir votre conseiller financier. Chaque situation, elle est différente. Et un bon conseiller, normalement, là, de façon générale, va vous conseiller toujours d'acheter d'abord votre maison avant d'acheter votre voiture de luxe. Puis, l'inflation et le taux d'intérêt, on en a parlé, c'est vraiment deux monstres face auxquels nous sommes en train de faire face tout de suite, là, mais avec les outils que la Banque du Canada ou les restrictions que la Banque du Canada nous impose à travers leur politique monétaire, là, c'est en train de diminuer peu à peu. Alors, ça, c'est un petit exemple là, sur la carte de crédit. Là, si vous regardez un peu à droite, à gauche, à droite un peu en haut, dans ce petit carré, ça, c'est la période pendant laquelle la carte a été utilisée. Donc, ça, c'est une facture qui retrace la période du 5 novembre au 3 décembre de 2018. Donc, généralement, c'est 29 ou 30 jours, dépendamment des journées de week-end ou de férié. Puis là, on a après ça 21 journées après la date de production du relevé qui est ici le 3 décembre. Donc 21 plus ce 3 décembre-là, ça nous donne 24 décembre. Donc ici, le solde de la carte de crédit est de $1 et le paiement minimum est évidemment $1. Ici, on en a parlé tantôt, c'est vraiment le minimum entre $3 et puis le plus petit entre $3 et puis 3% et puis le $10. Donc ici, le solde étant $1, le paiement minimum c'est $1. Donc la personne ou le propriétaire de cette carte ici n'est pas obligé de payer la carte de crédit jusqu'au 24 décembre 2018. Donc, normalement, cette personne-là ne paye pas vraiment la carte de crédit jusqu'au 24 décembre sans intérêt. Il n'y aura pas d'intérêt. Mais après ça, l'intérêt va commencer à s'appliquer sur la carte et c'est aux alentours de 20, 21, 22% pour certaines institutions financières. Puis également, si on regarde un tout petit peu en bas, il y a la limite de l'avance de fonds. Donc, Julie en a parlé tantôt. Dès qu'on l'utilise au guichet pour retirer de l'argent, le taux d'intérêt est généralement un peu plus élevé. On parle de 2 ou 3% de plus que si c'était juste un achat régulier qui a été effectué sur la carte. Je vais continuer. Oui, donc
Mon tour. Bon, c'est sûr que c'est plate d'avoir de l'endettement, mais ce qui est encore pire que d'avoir de l'endettement, c'est de nier son endettement. L'endettement, ça ne va pas disparaître, là. Encore aujourd'hui, j'ai un monsieur qui m'a appelé. Puis là, il m'a dit, j'avais une vieille carte de 2005, puis je ne l'ai pas utilisée. Puis là, on m'appelle, puis j'ai une grosse dette. Ben, c'est ça. La dette, elle ne disparaît pas, malheureusement. Puis en plus, qu'est-ce qui vient avec la dette? Ben, plus les années passent, plus l'intérêt va continuer à courir. Donc, c'est pas vrai qu'en fermant les yeux, malheureusement, nos dettes disparaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est simple. On prend le taureau par les cornes, comme on dit, puis on affronte cette dette-là par différents moyens. Donc, ici, je vous marque sept remèdes possibles à l'endettement. Je les ai indiqués peut-être du plus petit au niveau des conséquences au peut-être plus lourd de conséquences. Donc, le premier, c'est un peu ce qu'on a fait. En fin de compte, c'est qu'on a pris son portrait budgétaire. Puis là, on a vu est-ce qu'il y a un surplus, est-ce qu'il y a un déficit? Bien, s'il y a un déficit, ça, c'est l'endettement. Donc, on peut, on se doit, puis ça va être la responsabilité de la personne. Moi, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je devrais couper. Non, ça, c'est la responsabilité de la personne. Réarranger un peu ces différents postes budgétaires pour qu'il y ait plus de couverture des dépenses par les revenus. C'est sûr que faire un budget d'urgence, hein, moi, je compare ça à un régime. Si on est au régime toute sa vie, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va exploser, puis on va sauter dans le sac de chips. Donc, le budget d'urgence, en fin de compte, ça demande beaucoup de discipline, mais c'est à court terme. Puis, il faut avoir le début puis la fin de ce budget d'urgence-là. Après ça, un autre remède possible à l'endettement, c'est peut-être de vendre quelque chose, mais quelque chose de valeur, comme exemple sa voiture. Il faut quand même voir si la valeur de sa voiture est intéressante pour diminuer son endettement. Puis, hypothéquer ses actifs, tout ça. Tout ce domaine-là, là, ça va vraiment avec le conseiller financier. Encaisser ses REER, on sait que ça peut avoir là, un impact au niveau des impôts. Si on encaisse des REER, ça vient augmenter notre revenu. Puis c'est là que ça peut jouer au niveau de l'impôt. Donc, moi, c'est sûr que je vous envoie voir mon collègue Daouda pour cette partie-là pour voir si c'est une bonne solution. Puis évidemment, c'est une solution à court terme, hein, parce qu'une fois qu'on a encaissé ses REER ou qu'on a vendu ce qu'on avait à vendre, c'est une fois. Puis, juste dire ici, j'aimerais en parler tout de suite. Si au niveau de l'endettement, il y a un endettement pour le mois moyen, donc à peu près à chaque mois, puis que vous avez déjà des sources de dettes, donc ça, c'est quand même 2 problèmes, Il faut venir gérer les dettes à payer, mais il faut aussi stopper l'hémorragie. Il faut arrêter qu'il y ait de l'endettement là, comme à chaque mois. Par après, bon, s'entendre avec ses créanciers. C'est sûr qu'on peut voir là, si c'est possible de faire un arrangement, peut-être au niveau des modalités de paiement. En tout cas, des fois, ça peut être possible. Ça peut être plus coûteux à long terme, mais des fois, on n'a pas nécessairement le choix. Au jour le jour, avec l'argent disponible qu'on a, ça peut être un choix. Consolider ses dettes. Donc, consolider ses dettes, c'est de prendre toutes ses sources de dettes, puis essayer de contracter un prêt qui pourrait payer toutes ces dettes-là, idéalement avec un taux d'intérêt plus petit. Mais on l'a dit tantôt, hein, des fois, pas des fois, souvent, c'est le taux d'intérêt qui nous choisit. Donc, ça peut être difficile de ce côté-là. Mais des fois, j'ai déjà vu que ça pouvait être une solution intéressante pour certaines personnes qui étaient vraiment rendues tout mêlées là, dans ce qu'il y avait à payer. Le dépôt volontaire, j'ai peut-être envie de moi en parler de ça ce soir, à moins que vous soyez un travailleur autonome. Donc, peut-être qu'on pourrait s'en parler là, en individuel. Mais juste de dire rapidement que c'est une procédure qui est légale contre la saisie. Puis, c'est quand même une procédure sérieuse. Il faut être très, très volontaire, il faut être régulier dans ses paiements. Mais en même temps, ça permet de stabiliser au niveau des intérêts à payer. Proposition du consommateur, je vais être tannante, hein, mais je vais sauter à la faillite personnelle, je vais revenir à ça après. Donc, la faillite personnelle, bon, évidemment, c'est la situation ultime. C'est une loi qui a été faite, une loi canadienne pour les Canadiens, pour éviter là, que pour X, Y raison, les citoyens se retrouvent dans un endettement impossible de rembourser, que la qualité de vie est vraiment pas belle à vie, on peut dire, là.
Donc, pour être candidat à la faillite personnelle, c'est vraiment 2 critères super simples. C'est 1 000 et plus, puis démontrer qu'on n'est pas capable de rembourser ce qu'on a à rembourser. Mais en même temps, c'est sûr que si vous avez des biens qui sont saisissables, donc des biens d'une certaine valeur, mais ça va servir à rembourser la dette aux créanciers. Tu sais, les créanciers peuvent être, tu sais, les créanciers, ils ont le droit d'être payés en fin de compte parce que si vous avez eu des biens, services, expériences venant d'eux, donc c'est normal qu'ils veulent être payés. Puis, la faillite personnelle, ça, c'est sous le chapeau du syndic de faillite. Donc, le syndic de faillite, c'est lui qui va gérer toute l'administration, mais vous avez quand même à payer là, pour ce service-là. Habituellement, c'est 200 par mois pour 9 mois. Ça peut être moins par mois sur plus de mois. Puis, dépendamment de, en tout cas, j'aime pas ça dire ça, là, de la quantité de faillite que vous faites. Là. Donc, faillite 1, 2, à partir de 3, c'est différent. Mais c'est sûr qu'à chaque faillite, ça vous coûte plus cher puis c'est plus long. Mais à partir d'un certain temps aussi, c'est vraiment une action là, devant le juge. Là, si on n'est pas supposé faire faillite comme ça plein de fois. Puis, quand on parle là, qu'on n'a plus le droit au crédit quand on fait faillite, c'est pas qu'on n'a plus le droit au crédit, mais c'est que comme vous êtes vraiment rendu classé comme un très mauvais payeur, rembourseur, là, c'est normal. Là. Il y a des codes de R1 à R9, puis la faillite, c'est R9, c'est la pire. Donc, c'est sûr que si on vous prête du crédit, ben, vous allez le payer, votre crédit. Moi, je ne vous le conseille vraiment pas. Surtout que quand on sort d'une faillite, ça peut être le temps de réfléchir justement là, à ses comportements de consommateur. Je ne vais pas être moralisatrice, là, mais c'est facile de retomber dans une deuxième faillite. Donc, avec l'accès au crédit vraiment à des gros taux d'intérêt, là, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Puis, comme Daouda le disait tantôt, ben, poursuivre tout ce qui est sa cote de crédit, son dossier de consommateur, c'est par Equifax et TransUnion. Mais j'ai passé à côté tantôt de la proposition du consommateur. Donc, ça a été fait après la faillite. Ça, c'était pour un peu pour que les faillis, les personnes qui auraient fait faillite avec des biens saisissables, donc avec cette formule-là, c'est toujours avec le syndic de faillite. Le syndic va négocier en fin de compte avec les créanciers de dettes qui sont non garanties. Donc, dettes non garanties, là, c'est facile à se situer, là, c'est les cartes de crédit. On a parlé tantôt, hein, une carte de crédit, si vous ne payez pas vos bananes, puis vos chandails, puis tout ce que vous achetez, bien, ça ne sera pas saisi, c'est sûr. Mais c'est le taux d'intérêt, en fin de compte, qui joue là, selon votre solvabilité. Puis, donc, ce que le syndic va aller voir, c'est les créanciers des dettes non garanties. Il va faire une proposition. Il va dire, bon, ben, Paula, elle vous propose tel pourcentage de payer au niveau des dettes. Puis, ce montant-là, vous devez le payer sur maximum de 5 ans, 60 mois. Puis, il faut vraiment le rentrer dans son budget, là, parce que si on ne le paye pas, ça ira pas bien là, quand même. Là. C'est un contrat, c'est important de le payer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme c'est seulement les dettes non garanties qui ont été discutées avec les créanciers, bien, toutes vos dettes garanties, donc on parle auto, maison, mettons chalet, là, peut-être des trucs plus onéreux, plus élevés, bien ça, il faut continuer à les payer. Donc, on a l'avantage de ne pas être saisi, mais il faut quand même payer une partie de ses dettes, puis continuer à payer ses dettes qui sont garanties. Il y a des gens qui préféraient cette formule-là pour payer une partie des créanciers. Ici, je sais que quand on parle de faillite, c'est plus ou moins confortable. Donc, il y a quand même un site là, du ministère de la Justice qui fait la liste des biens et revenus saisissables, insaisissables. Si vous avez des questions, parce que c'est pas vrai là, que quand on fait faillite, on se fait viennent nous chercher là, nos draps, puis nos ustensiles, puis j'ai même entendu notre chien, là, non, il y a des lois dans ça, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez le droit à un 7 000 là, de biens domestiques qu'ils appellent un peu, là, mais n'ayez pas peur si vous avez des questions par rapport à ça, là, cette liste-là va vous éclairer. Et c'est la fin. Je suis dans mon temps. Hein? Oui, oui, totalement. Oui, super. Donc, finalement, en fin de compte, là, je sais que je vous ai placoté de beaucoup de sujets, mais en même temps, c'était pour semer des pistes de réflexion.
C'est sûr que chaque diapo, chaque sujet, ça pourrait être développé davantage. Mais si vous, il y a des parties là, qui vous correspondent plus, que vous avez des questions, que vous pensez que vous pourriez être aidé au niveau là, de la planification de vos finances, ben, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. On le sait, hein, faire un budget, c'est extrêmement plate. C'est vraiment plate à plate. Pour vous dire un secret, nous, les intervenants, quand on fait nos propres budgets, on prend un collègue par un aile, puis on le fait à deux, parce que remplir une grille comme ça, c'est facile de perdre l'intérêt rapidement. Mais en même temps, c'est vraiment essentiel. Puis si vous venez à la CEF de Québec vous faire accompagner, bien, vous avez quand même un document de base. Puis par après, bien, vous pouvez le remplir, vous pouvez le modifier là, selon vos revenus, selon vos changements de vie. Mais nous, on offre le service de suivi aussi, là, tant que la personne elle est motivée. Parce que les critères, en fin de compte, la CEF de Québec, c'est gratuit. Donc, hurrah. Puis c'est confidentiel, puis c'est selon la motivation des gens. Donc, prenez un rendez-vous avec un intervenant, une intervenante, ça va nous faire plaisir. Vous avez des questions? Ou si Daouda veut donner un petit mot de la fin aussi, j'ai parlé beaucoup, hein? Non, je trouve que c'était bien, bien détaillé, là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. OK, ben, je disais que c'était très, très bien détaillé. Merci, Julie. Ben, s'il y a des questions, ben, moi, je suis là pour répondre aux différentes questions là, que vous pourriez avoir. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier vraiment, Julie et Daouda. Vous avez fait une présentation vraiment excellente. C'est dommage qu'on puisse pas voir les gens comme en présentiel parce que je suis sûre qu'il y aurait comme plus de participation, mais ça a été vraiment intéressant et je pense que pour toutes ces personnes qui ne connaissaient pas comme toute la partie des finances, des prêts, comment gérer ses dettes, je pense que ça aide vraiment et je suis sûre que les gens qui vont regarder cette vidéo en diffusion vont vraiment apprécier cette conférence. Donc vraiment merci. Et si vous avez des questions, tout le monde est bienvenu à poser ces questions. Merci. Bon, si les questions viennent pas on va dire, pendant que nos participants peut-être réfléchissent à nos questions, j'ai reçu 2 questions ici. Daouda, certainement, tu pourras y répondre. Donc, la première, je te la lis, ou bon, je vais lire les deux. Tu choisiras laquelle répondre en premier. Donc, la première, est-ce une fatalité d'être trop endetté? Est-ce qu'il est possible de remonter la pente? Et l'autre question, la fraude, hein, ça revient souvent lorsqu'on parle de finances personnelles. Est-ce que nous sommes assurés contre la fraude à travers nos institutions financières? Et quels conseils pourriez-vous donner pour se prémunir de la fraude? OK, parfait. Ça, c'est 2 excellentes questions, en fait. Et ça, c'est en plus des enjeux, disons, que toutes les institutions financières font face là aujourd'hui, là. Alors, je vais commencer par la première. La dette, est-ce une fatalité? Moi, je dirais que non. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. On peut s'endetter. Là, on a trouvé beaucoup d'outils ici. Première des choses, c'est d'abord repenser, à prendre d'abord la conscience que nous sommes dans une situation, disons, déficitaire, hein, pour faire court. Donc, à partir du moment où on prend cette conscience-là, moi, je crois que on a déjà 50% là, de victoire, là, de chance de victoire par rapport à notre endettement. Après ça, il faudra vraiment revoir notre propre budget. Et ce qui est important, là, je trouve, j'ai parlé tantôt des prêts et tout, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important que les gens doivent considérer. Ça peut être très, très, très difficile avec les prêts auto. Par rapport à l'endettement, ça peut être un gros poste de dépense des fois. Dans mon expérience, j'ai déjà vu des prêts auto qui font $800, l'équivalent du paiement d'un appartement facile. Puis l'autre chose à regarder en ce moment-là, c'est le loyer, en fait. Donc, normalement, ça aussi, c'est des conseils ou des recommandations de l'Institut québécois de la planification financière.
En faisant le budget, c'est important que ton revenu, ton loyer ou ton hypothèque ne dépasse pas 35% de ton revenu. Donc, ça, c'est important. Donc, quand tu payes plus cher que ça, de façon générale, pour ton loyer, ça signifie que tu es en train de couper quelque part ou bien que tu es en train de t'endetter. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir en faisant son budget. OK, combien j'alloue, par exemple, à mon logement? Quand je dis logement, incluant toutes les utilités là-dedans, l'Internet et puis l'électricité qui sont les incontournables au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Puis, la troisième étape, là, ça serait peut-être de penser à augmenter ses revenus. Aujourd'hui, nous sommes en situation de plein emploi. Il y a plusieurs emplois à temps partiel qui sont disponibles de soir, en fin de semaine, qu'on pourrait aller gruger. Ça peut nous payer quelques autres factures et ça va nous aider vraiment à payer nos dettes plus rapidement d'une certaine façon. Est-ce que je peux dire un petit mot, moi aussi, sur ça? Oui, bien sûr. C'est exact, c'est vraiment, je dis oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je pense que le fait aussi là, d'avoir le courage d'aller une fois par mois dans ses comptes, puis de faire un petit suivi, là, ça peut faire des miracles parce que souvent, les gens, ils disent hein, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout d'un coup, ma carte de crédit est rendue à ce montant-là. Donc, une petite routine, là, toute simple, 5-6 minutes, là, je pense que ça peut sauver beaucoup au niveau de l'endettement. Puis, je pense pas que c'est fatal, mais en même temps, les cartes de crédit, faut pas minimiser non plus que, c'est quand même pas une arme, là, je dirais, là, mais utiliser le crédit, il faut savoir comment l'utiliser aussi puis se poser des questions. Là. Donc, c'est ça. La fatalité, je pense, c'est le fait de peut-être y aller de façon un peu trop freestyle, là, un peu trop sans se soucier là, des conséquences. Là. Puis, nos enfants aussi, il faut leur apprendre, nos enfants, comment ça fonctionne, le crédit quand ils sont jeunes. Puis la deuxième question, Boubacar? Oui, juste pour te rappeler, elle disait quoi? La fraude. Voilà, quels sont les conseils pour se prémunir de la fraude et sommes-nous assurés à travers nos institutions financières? Alors, la fraude, il faut voir ça sous deux angles, en fait, ou peut-être même trois. Il y a la fraude identitaire. Quelqu'un prend ton identité, il va à la banque pour faire une demande de crédit. Ça se corrige, ça prend énormément de temps pour le faire, mais ça se corrige quand même. Ça en est une. Et ça, c'est la plus fréquente, d'ailleurs. Puis, nous avons l'une des plus fréquentes, je vais dire ça comme ça, nous avons les fraudes sur les cartes de crédit. Aujourd'hui, au Canada, la majorité des cartes de crédit sont quand même protégées d'une certaine façon. Donc, si quelqu'un vole les informations d'une carte de crédit et l'utilise pour un hôtel, pour de l'épicerie ou pour autre chose, normalement, il y a la responsabilité zéro sur la carte de crédit. Maintenant, il y en a une autre fraude aussi. Quelqu'un pirate ton compte bancaire en ligne, puis se fait transférer de l'argent. Ça en est une autre. Il y a certaines institutions financières qui offrent des services ou des produits là, qui pourraient aider les clients disons, à se rétablir, à se faire rétablir dans leurs droits. Donc là, vous pouvez parler à votre conseiller financier, là, il pourra vous aider là-dessus. Et donc, la couverture, la majorité des banques, j'imagine, prennent quand même leurs responsabilités, font des sensibilisations sur ça, même sur les sites des différentes institutions financières. Il y a beaucoup d'outils qu'on pourrait trouver. Déjà, pour la fraude, la première des choses, c'est même pas lié nécessairement à la banque, c'est d'abord pouvoir conserver son identité. Parce que si votre identité elle est bien conservée, ça, c'est déjà un grand pas, en fait. Pour qu'on puisse accéder à vos autres informations bancaires, il faudrait déjà qu'on ait peut-être votre date de naissance, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que ça répond à la question de la personne. Oui, on l'espère. Merci beaucoup. Moi, j'en ai une fraude qu'on n'a pas indiquée et qu'on entend de plus en plus. C'est la fraude amoureuse. Ne soyez pas... Oui. Faites attention à qui vous parlez, puis des affaires trop belles, ça n'existe pas. Des croisières, on ne gagne jamais ça. Puis des gens qu'on ne voit jamais, qu'on envoie de l'argent pour des billets d'avion et tout ça. S'il vous plaît, là, réfléchir à tout ça avant de donner des sous, c'est trop durement gagné.
C'est ça. Effectivement, c'est une belle précision. Et justement, vu qu'ils ne sont pas assez nombreux, ben, on va remercier nommément nos participants. On a Maud qui est là. Merci beaucoup, Phil. Merci à vous, Carla. Merci, Hélène. Merci à vous, Fabienne. Merci, Aboubacar également. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. N'hésitez pas, on est encore là s'il y a des questions. Moi, s'il y avait des gens qui voulaient prendre rendez-vous, j'ai mon agenda, ça me fait plaisir là, de rencontrer des gens plus en individuel. Donc, je peux rester quelques minutes encore, c'est peut-être même rester à la fin là, si les gens veulent plus de confidentialité. Oui, effectivement, ou notez je vois vos contacts également sur l'écran, le numéro de téléphone, l'adresse courriel. Donc, vous êtes Il y a plein de façons de nous rejoindre. exactement. Là, c'est fait accessible.